Très bien. Merci à vous d'être là. Bienvenue à tout le monde. La table ronde de la Tech Week 2023, on a mis le titre Innovation, agilité, écologie. Et le sujet qu'on veut traiter tous ensemble, là, tous les quatre, c'est comment garder une dynamique d'entreprise en accord avec les enjeux environnementaux actuels. Vaste sujet. Je remercie tout d'abord les trois témoins, les trois intervenants d'être présents et je leur laisserai se présenter chacun l'un après l'autre ce soir. Avant ça, une petite minute pour vous expliquer comment ça va se passer. La table ronde dure 40-45 minutes autour de ça, basé principalement plus de 30 minutes sur un échange entre nous. On a préparé un peu quelques sujets. Et ensuite, vous êtes ouverts à poser toutes les questions et ils vous donneront les réponses qu'ils auront bien envie de vous donner. On commence comme ça. Daniel, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Daniel Guénaud, je suis le Chief Technology Officer du Business Energy Management de Schneider Electric. Olivier Vaillant, EDF Hydro, basé à Paris, SNIF. Et On échange volontiers. Bonsoir, je suis Olivier Exorec. Moi, je dirige l'équipe innovation de Minalogic. À la différence de mes deux collègues, je vais dire deux mots de Minalogic parce que c'est pas évident. On est un pôle de compétitivité, donc on finance des projets innovants des entreprises et de transfert de technologie des universités vers les entreprises. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois d'être là. Et donc, je commence par vous, Daniel, une première question. Alors, quelle est votre perception de la réalité des enjeux environnementaux actuels et quels sont les moyens dont on dispose pour y faire face? Bon, c'est une question extrêmement importante. Je vais casser l'ambiance. Ah non. Ah si, Ah non. forcément. C'est pas ce que j'ai dit. Je vais peut-être même développer de l'éco-anxiété. Ah mince. Bon, la première chose, c'est que j'espère que chacune et chacun ce soir est conscient que le réchauffement climatique, c'est le plus gros défi auquel notre génération doit faire face. La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est évidemment à son plus haut niveau depuis la naissance de l'humanité, avec une augmentation exponentielle depuis la révolution industrielle. Je parle de dioxyde de carbone parce que c'est grosso modo 80% des gaz à effet de serre. Alors les scientifiques sont assez clairs et assez unanimes. Si on ne fait rien, la température terrestre augmenterait, je vais continuer à utiliser le conditionnel, je suis un optimiste convaincu, la température terrestre augmenterait de 6 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Il ne vous a pas échappé qu'on a eu un été calamiteux. Je ne parle pas du temps que vous avez eu en vacances. Je parle globalement sur la planète avec des feux de forêt, des canicules, des pluies torrentielles, des inondations. Il y en a même qui ont eu tout en séquence. C'est plus 6 degrés, ça multiplierait par 40 la fréquence de ces phénomènes climatiques extrêmes. Depuis 2018, c'est les travaux du GIEC suite à la COP 21. On sait que pour maintenir un climat très différent, je dis ça pour les skieurs, très différent mais acceptable, on va dire, sur Terre, il faut limiter la température, l'échauffement terrestre à plus 1,5 degré. Et ça suppose, je pense que tout le monde sait ça suppose des carbone zéro en 2050. Et 2050, sur ce genre de problématique, c'est demain. Les engagements actuels dans le monde nous mettent sur une trajectoire à plus 2,5. En général, quand j'explique ça, les gens me disent « oh, bah, 1 degré ». Alors, 1 degré de plus, c'est 1 milliard de personnes déplacées par la montée des océans, 1 mètre. Et c'est l'extinction d'un tiers de la biodiversité. 1 degré de plus. Et en plus, les climatologues expliquent qu'au-delà d'1,5, l'écosystème terrestre, on passe des points de basculement. En gros, on enclenche des processus, alors qui seront longs, M. Poutin ne les verra pas, par exemple, mais ils sont irréversibles. C'est la fonte du Groenland, la fonte de l'Antarctique, le dégel du permafrost, avec des conséquences assez désastreuses. Récemment, les scientifiques ont trouvé des virus vieux de 30 000 ans dans le permafrost, et vivants. La fonte de la banquise arctique et la mort des coraux. Donc, nous, chez Schneider Electric, ça fait déjà 3 ans qu'on dit que cet objectif de 2050, il est beaucoup trop lointain. Il y a beaucoup de gens qui font de l'innovation. Ici, ce soir, ce serait un peu comme si je vous disais, on a un projet de 27 ans et il n'y a pas un jalon intermédiaire. On se rejoint dans 27 ans. Donc, il faut, et maintenant le GIEC le dit aussi, il faut diviser par 2 les émissions de carbone en 2030, d'ici 2030. Mais ça veut dire qu'on va 3 fois plus vite qu'aujourd'hui. Je vous ai dit que le carbone, c'était 80% des gaz à effet de serre. Il se trouve que 80% du carbone, c'est la production et la consommation d'énergie. Donc, nous, en général, on dit l'équation climatique, c'est une équation énergétique. Et notre vision à nous, qu'on appelle d'ailleurs électricité 4.0, c'est de dire qu'il faut un monde plus électrique et plus digital pour y arriver. Alors, plus électrique, parce que d'abord, c'est la seule énergie décarbonable dans le temps.
l'électricité, on peut dire, excusez-moi. C'est aussi l'énergie la plus efficace, 3 à 5 fois plus efficace. Si chez vous, vous passez d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur, vous faites division par 3 de votre conso immédiatement, énergétique. Plus digital parce que le digital rend l'invisible visible, et donc si vous avez une compréhension fine grâce au digital de votre consommation énergétique et de votre empreinte carbone, vous pouvez améliorer les choses. Ça consiste à agir sur 3 leviers. Il y a un levier qui est évident pour tout le monde, c'est de décarboner la génération. C'est le plus évident, c'est 45% du problème ou de la solution. Par contre, c'est le plus lent. Parce qu'aujourd'hui, 80% de l'électricité dans le monde est produite avec du fossile. Les renouvelables, je ne compte pas l'hydro. C'est un renouvelable, on ne va pas se battre là-dessus, mais je ne compte pas l'hydro. Les renouvelables, c'est 6%, donc le chemin va être terriblement long. Le deuxième levier, c'est d'agir sur la demande. Donc là, on parle d'électrification à l'échelle, électrifier les processus industriels, 25% du carbone mangeable, les processus industriels. Électrifier les transports, le chauffage, 30% de la solution, et je vous rappelle, c'est parce que l'électricité étant décarbonable dans le temps, rien n'empêche aujourd'hui de le faire, quelle que soit la source, et demain, on aura du renouvelable ou du zéro carbone comme vous. Et le troisième levier, en fait, c'est le plus simple, c'est le plus rapide, c'est le moins cher, c'est d'agir sur la consommation, c'est d'optimiser les consommations énergétiques. Et c'est là que le digital joue un rôle important. La première bonne nouvelle, c'est que les technologies pour faire ça, elles existent. Il n'y a pas d'excuse de ce type-là. La deuxième bonne nouvelle, c'est que cette transformation, elle est en cours, elle est commencée. Le paysage de l'énergie est déjà en train de se modifier. La troisième bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles en fait. Ouais, la troisième bonne nouvelle, c'est l'accélération des engagements. Vous avez 90 pays aujourd'hui qui ont comment on appelle ça en français? Un pledge, un manifeste carbone zéro avec des investissements énormes. Vous avez plus de 5000 entreprises dans le monde, petites, moyennes, grandes, qui ont des engagements carbone validés, c'est-à-dire que ça a été vérifié par un third party, etc. etc. Et donc là, on se dit, ben, c'est chouette, sauf que, pour finir, en 2022, 12% des entreprises du Fortune 500 ont tenu leurs objectifs. Alors, pour les optimistes, c'est 2 fois plus que l'année d'avant. C'est sympa. Je parle souvent des entreprises du Fortune 500 parce que ce sont des gens qui ont une vision, qui ont la pression de leur board, des investisseurs, des marchés financiers, qui ont de l'argent, 12%. Okay, donc, pour répondre à votre question, c'est urgentissime. Je crois que là, on est en état d'urgence absolue. Les technologies existent. J'ai l'impression, en tout cas, ça m'a frappé cet été, que la conscience collective, également de nos politiques, est en train de s'élever. Maintenant, il faut agir vite. Oui, et on va en parler. Prévenu, hein. Ouais, ça a cassé l'ambiance. Mais alors, du coup, Olivier Daniel a parlé énormément d'énergie décarbonée. Moi, je suis sûr que ça vous fait énormément plaisir, parce que c'est quelque chose qui vous passionne dans la vie, en vrai. Ça fait du bien. Vous vivez en fait, cette montée en puissance de l'attente de production d'énergie décarbonée. Ouais, en fait, ça va être un vrai challenge quand même. Il ne faut pas se dire que ça va être très facile d'augmenter la part des LEC qui être au rendez-vous, c'est un vrai challenge. Et du coup, il y a un programme nucléaire très ambitieux, mais pour ceux qui sont anxieux, vous avez la chance d'habiter près des barrages, et je vous parlais un peu d'hydro. La production hydraulique, qui est historique dans le groupe, ça a été un énorme challenge de construire tous ces barrages. Après 1946, manque d'énergie en Europe, et on a été au rendez-vous. La France, un peu partout. Ce challenge, après, il y a eu le programme nucléaire, et il a fallu adapter le rôle de l'hydro. Ah, j'ai été censuré. Il faut faire quoi? Il ne faut pas tenir le bain? Ah bon, je tiens le haut alors. Et du coup, il a fallu être au rendez-vous du parc nucléaire, et en fait, ça a été plutôt intéressant. Et je vais essayer de vous montrer que les atouts qu'on a construits depuis 20 ans sont sans doute des éléments favorisants. Faire de l'énergie hydroélectrique asservie à un nucléaire qui produisait la nuit, il a fallu apprendre à pomper, à faire des stations de pompage, qui du coup sont devenues disponibles. On a mis de l'électronique, on a mis de la télécommande, on a servi le process à la consommation des Français. Et en fait, on a des outils qui nous permettent d'adapter la production en fonction de ce qui se passe sur les énergies renouvelables intermittentes, par exemple. Mettre de l'éolien, du photovoltaïque, c'est très bien. Le problème, c'est que ce n'est pas pilotable. D'abord, il n'y a pas de PV la nuit. Et puis, quand on ne consomme pas la nuit, il y a des éoliennes qui produisent et il faut bien que quelqu'un absorbe l'énergie. Et en fait, tout ce challenge de gérer l'équilibre production-consommation en temps réel, en fait, l'hydro a encore des beaux jours devant elle. C'est une super batterie qui peut absorber de l'énergie. Vous en avez plein autour de vous. C'est beau.
Quand on les construit, c'est durable, ça modifie l'écosystème et la biodiversité, mais en fait, il y a des tas de plantes, animaux qui s'installent, d'oiseaux migrateurs qui se posent sur nos lacs. Donc, en fait, il y a tout un chamboulement avec ce qui nous attend devant, et on a des atouts, je pense, on a appris de ces dernières années, et on peut essayer d'asservir cette production à la consommation. Il faut aussi maîtriser la consommation, il faut être clair. Et il faut arriver à faire cet équilibre, maîtriser aussi les risques, c'est-à-dire que le risque climatique va agir. Vous avez vu la Libye cet été, des pluies, de barrages, ainsi de suite, même en Norvège. Donc il y a des phénomènes climatiques qui sont évidents, et il faut être capable de s'adapter. Il faut utiliser des outils numériques pour comprendre, pour s'assurer que durablement, on peut tirer parti de ces atouts que nous avons. Si on part de ce principe, avant de se projeter complètement dans les solutions, je vais me tourner vers vous, Philippe. Vous, à Minelogic, votre cœur d'activité, c'est de trouver des solutions innovantes pour les attentes des industriels, des différents acteurs. Alors, avant de vous dire, selon vous, quelles sont les solutions qu'on est déjà en train de mettre en place, qu'on doit mettre en place, qu'on va mettre en place, est-ce que vous partagez les constats sur la situation parce que vous êtes en adhérence avec tout un écosystème de start-up, de PME, de grands groupes? Est-ce que ce qu'on entend là, c'est partagé par ailleurs? C'est complètement partagé, notamment par les financeurs publics, qui aujourd'hui ne financeront plus un projet aussi innovant fut-il s'il dégrade la situation. Donc on n'a encore pas à améliorons la situation, mais on est au moins à ne la dégradons pas. Donc oui, la prise de conscience est réelle. Après, il y a encore beaucoup d'entreprises qui disent je consomme mon énergie en France, l'énergie mixte est plutôt mieux qu'ailleurs, donc j'ai rien à faire. C'est peut-être un raccourci un peu rapide. Il y a d'autres entreprises qui disent je suis dans le cloud, donc moi je consomme rien en fait, puisque je suis immatériel. On oublie qu'il y a des microprocesseurs, etc. Donc oui, il y a une prise de conscience. Je ne dirais pas que les actions sont encore toutes mises en œuvre. Et il y a encore de la matière à faire, du progrès à faire. D'un point de vue solution, effectivement, Minelogic, on est un pôle qui représente les industries et la recherche académique du numérique au sens large. Donc les solutions sont multiples, à commencer par des solutions très matérielles. On a parlé de capteurs de rendre le visible invisible. Ça, c'est des capteurs qu'on met un peu partout, qui mesurent. On sait tout mesurer aujourd'hui. On a un déluge de données, même presque trop de données. Donc ça, c'est plutôt de la microélectronique. Il y a beaucoup de recherches aussi sur le stockage d'énergie. Alors je comprends que les barrages sont de formidables batteries, mais il y a aussi des batteries électroniques et la recherche progresse grandement. Grenoble est à la pointe, où il ne vous a pas échappé qu'on a une petite start-up du coin qui a quand même levé 2 milliards, Vercor, pour ne pas les citer. Donc voilà, donc ça c'est je dirais c'est des solutions matérielles. Et puis au-delà de ça, il y a effectivement tout le logiciel autour de la prédiction, que ce soit de la météo, que ce soit des habitudes de consommation. Des gens avec probablement un beau challenge quand on va tous charger notre voiture électrique et quand on voudra manger et donc démarrer le four en même temps, il y aura peut-être un petit pic, donc il y a sûrement moyen de lisser ça. Et puis également, on est humain, donc on aime bien jouer. Je pense que le smart metering permet de peut-être comparer notre consommation avec celle du voisin et puis de rentrer dans une compétition ou un jeu où je veux faire moins que mon voisin parce que je veux sauver ma planète. Bon, donc il y a le côté gamification de la chose et il y a plein d'outils pour ça. Et puis il y a un enjeu que vous n'avez pas mentionné, qui est quand même critique, et il y a des solutions, c'est autour de la cybersécurité. Donc il ne vous a pas échappé que vous opérez des infrastructures critiques. Le numérique, c'est souvent quand même des belles failles de sécurité. Les exemples foisonnent. Souvent les experts de la sécurité me font sourire, mais je souris jaune. En fait, ils vous disent vous avez plein de trous de sécurité partout, mais il faut tout refaire, de A à Z, en gros. C'est pas toujours très réaliste. Mais il y a des vrais enjeux autour de ça. Et là-dessus, alors je me retourne vers vous, Olivier, parce que le sujet de la cybersécurité sur le déploiement des solutions numériques, on en a beaucoup parlé en préparant cette table ronde. Et vous avez dit, moi, c'est le cœur de mon enjeu d'aujourd'hui, de demain matin, quoi. En fait, depuis des années, donc, on opère à distance. Et puis, il y a une appétence pour du mobile partout. Et si on veut être performant, il va falloir être capable de faire de la maintenance avec des données, les analyser en masse, permettre à des tas d'acteurs de produire et analyser ces données. Donc, raisonner entreprise étendue, on se dit là, il y a plein de choses à faire, ça va être super. Et toute cette performance qu'on va choper au numérique, enjeu de sécurité derrière, cybersécurité.
En fait, il faut être clair, en plus de l'enjeu géopolitique, on comprend bien combien la gestion de l'énergie ou le multi-usage de l'eau, parce que l'énergie hydraulique, c'est aussi de l'eau potable, c'est un risque industriel, ainsi de suite, c'est aussi un loisir. Et en fait, tout ça, c'est très vulnérable, et il faut le protéger. Et en fait, il faut trouver des solutions, alors que l'âge moyen de mon parc, c'est 70 ans. J'ai des belles centrales hydrauliques en base sur l'Isère qui sont de 1930. Et en fait, il faut que les systèmes qui sont là soient avec des systèmes numériques très récents, avec des protections up-to-date, être capable de télécharger des mises à jour en permanence et finalement de gérer tout cet environnement, 480 centrales hydrauliques en France, donc tout un territoire absolument immense, pas très bien couvert d'un point de vue télécom, et vraiment assurer une protection et une résilience numérique à tout moment. Donc, gros challenge pour nous. Et en fait, on n'est pas des numériques premiers. En fait, le numérique, pour nous, c'est un moyen de faire notre boulot, quoi. Et il ne faut pas que le coût du numérique casse toute notre capacité d'investissement et qu'on puisse bien utiliser nos vieux systèmes, les upgrader, et donc on ne soit pas toujours dans la course du dernier système, d'être full cloud et wire unconnected. En fait, on a aussi besoin que cette résilience veut dire un minimum de SI qui reste en local, qui peut évoluer beaucoup plus doucement et qui assure des fonctionnalités de base et durablement. Lorsqu'on entend ça comme cas d'usage, c'est proche des cas d'usage que adresse aussi Schneider. Donc Daniel, là-dessus, vous dites-nous, chez Schneider, on a conscience de la situation, une vision hyper optimiste de la vie, en fait, au départ. Du coup, vous proposez quoi ? Alors, il faut être conscient qu'aujourd'hui, indépendamment de Schneider, d'ailleurs, les solutions de gestion de l'énergie, c'est quand même massivement encore des technologies électromécaniques. Donc, ce que je vous ai expliqué d'un monde plus électrique et plus digital, c'est assez fascinant comme situation. Ça, en fait, ça remet en cause notre portefeuille d'offres et du coup notre leadership. Okay, on reparlera de ça, je pense. Plus électrique, ça veut dire, et alors du coup je parle sous votre contrôle, quelqu'un d'EDF, donc, ça veut dire sur les réseaux beaucoup plus de ressources distribuées, du renouvelable, du stockage. Ça veut dire beaucoup plus de conversion de puissance un peu partout, parce que si on veut électrifier les process, le chauffage, etc., il va y avoir des convertisseurs. C'est pas nouveau les convertisseurs, mais ce qui va être nouveau, c'est la densité qu'on va retrouver partout. Ça veut dire beaucoup plus de flexibilité qu'aujourd'hui, parce que de plus en plus des consommateurs vont devenir des producteurs. Donc il va falloir des réseaux qui soient capables de discuter dans les deux sens. Concrètement, pour notre industrie à nous, et encore une fois, c'est pas limité à Schneider, c'est un pas de côté quantique vers l'électronique de puissance, aux dépens des technologies électromécaniques. Donc ça, c'est vertigineux. Plus digital, c'est pas mal non plus, parce que data déluge, il va y avoir de plus en plus d'informations, besoin de plus en plus d'intelligence, parce que je pense que même nos clients seront de plus en plus gourmands, ils demanderont de plus en plus de précision sur leur empreinte carbone, leur conso énergétique. On observe déjà prolifération des capteurs, Philippe en a parlé. On observe l'irruption, je vais dire, de l'intelligence artificielle dans les produits pour être de plus en plus malin sur les consos énergétiques. On observe de plus en plus de systèmes sans fil aussi, comme vous l'avez dit, Olivier. Donc nous, notre vision, c'est que nos tableaux électriques vont évoluer vers une architecture software-defined. En général, je compare le futur de nos tableaux électriques à la Tesla à comparer à une automobile traditionnelle. On va avoir des architectures beaucoup plus centralisées, ou en tout cas beaucoup moins distribuées, et on va ouvrir la porte à la virtualisation, ce qui est une autre disruption pour nos offres, parce qu'aujourd'hui, nous, on vend du hardware. Okay, in fine, on peut imaginer avoir beaucoup plus d'intelligence, ou plutôt une intelligence just enough, je suis désolé pour le franglais, just enough dans les produits, parce qu'il faut prendre des décisions localement, parce qu'il faut minimiser les flux d'infos. 80% de l'énergie consommée, c'est des datas qui circulent. Un edge, donc la tête du tableau, on va dire, super puissant pour faire de l'intelligence artificielle, du digital twin. Et puis un minimum de choses dans le cloud. Alors d'abord pour des raisons de data privacy, parce que nos clients, en particulier les utilities, sont vraiment pas fans de data qui circulent dans le cloud, mais aussi pour une question de sustainability. Nos amis du Leti ont écrit que manager 1 gigaoctet de data dans le cloud, c'était 1 million de fois plus consommateur d'énergie que de le faire dans l'edge. Donc c'est ça l'architecture du futur. Et dans les deux cas, que ce soit le plus électrique avec beaucoup plus d'électronique de puissance ou plus digital avec du software defined, pour nous c'est une révolution. Alors il y a 3 challenges dont je voudrais vous parler.
Le premier, c'est la résilience, parce qu'on va devenir encore plus dépendant à l'industrie du semi-conducteur, qui est une industrie qui connaît des crises cycliques, sur laquelle on est finalement des petits poussets. On va devenir encore plus cyber-secure exposed, on va dire. Donc ça, c'est un sujet de résilience. Et puis, on va devenir aussi encore plus dépendant d'un certain nombre de minéraux qui sont mis sous tension par la transition énergétique. Le cuivre est la partie visible de l'iceberg, mais il y a plein d'autres choses, comme les terres rares, par exemple. C'est des minéraux qui sont mis sous tension, soit pour des questions de demande versus offre, à cause de la transition énergétique, soit pour des questions géopolitiques. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que la résilience, c'est plus un sujet de supply chain. C'est vraiment un enjeu d'innovation aujourd'hui pour diminuer l'exposition, le risque. Le deuxième challenge, je ne vais pas en reparler, ce que Philippe l'a fait, c'est le digital. C'est comment on démontre, et là on est plus dans un dialogue avec nos clients, voire comme ça m'est arrivé avec des activistes, comment on démontre que le digital... Vous n'avez pas d'activiste ce soir ? Je sais pas. Non, il n'y a que des gens très bien là. D'accord. Non, mais c'est très bien les activistes. Donc, un building comme celui-ci, le digital, c'est au moins 10% d'économie d'énergie. Donc, c'est pas la peine que je vous dise que l'empreinte carbone du digital pour gérer l'énergie est totalement négligeable par rapport aux gains qu'on peut faire sur des bâtiments comme celui-ci. Puis le troisième challenge, qui est quand même pas des moindres, c'est les talents. Parce que on va avoir besoin de plus en plus de monde, comme les autres. On va avoir besoin de profils très différents. Les experts chez Schneider, aujourd'hui, il y en a évidemment en électronique, etc., mais ce n'est pas le cœur du métier. Le tout dans un contexte de guerre totale sur les talents, et dans un contexte surtout où les employés et les futurs employés sont de plus en plus exigeants sur ce que l'entreprise fait réellement en matière de développement durable. Donc, pour Schneider, en pense, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est un souci permanent. Okay, pour finir, en général, je dis ces challenges, c'est en fait des paradoxes. Parce que ce soit la résilience, le digital ou les talents, c'est trois choses qui peuvent nous ralentir, mais c'est aussi trois bonnes raisons d'aller plus vite. Alors moi, pour les talents, je suis bien content d'entendre ça, parce que ça nous arrange. Je prends les CV à la sortie, bien sûr. Bien entendu, mais il n'y a pas de problème. Et je rebondis sur le paradoxe, on en avait encore une fois parlé ensemble, le paradoxe. La solution numérique, elle fait partie de la solution, ou elle aggrave un petit peu le problème, parce que ça consomme tout ça? Alors, si on écoute les journalistes, effectivement, la solution numérique aggrave le problème. Mais il ne faut pas écouter que les journalistes. En ce moment, ils sont en train de réduire l'intelligence artificielle à ChatGPT, qui est un formidable outil, mais il y a d'autres intelligences artificielles que le traitement du langage par OpenAI. Un ChatGPT, c'est vrai qu'il consomme beaucoup d'énergie dans sa phase d'apprentissage, il en consomme encore plus dans sa phase d'exécution, parce qu'il y a des milliards de requêtes par seconde, pas tout utile, hein, on est bien d'accord, et du coup, effectivement, la dépense énergétique, elle est quand même colossale. Ce à quoi Daniel faisait référence, l'optimisation d'un système énergétique à l'échelle d'un bâtiment, même d'un grand stade comme ça n'a rien à voir avec un ChatGPT. Ça va consommer, je sais pas, quelques watts, quelques milliwatts. Donc oui, il y a un paradoxe. Mais effectivement, il faut bien comparer des pommes et pas des pommes et des oranges. Et puis il faut raisonner comme tout investissement quelque part en retour sur investissement en disant quel est le coût, quel est le bénéfice. Et dans le cadre de gestion de bâtiments, gestion énergétique, gestion des habitudes, à mon avis, il n'y a pas de question. Il y a plus de questions quand on regarde du Netflix en 4K. Est-ce qu'on a besoin de 4K pour regarder la dernière série? Voilà. Donc effectivement, il faut qu'on se pose aussi des questions sur nos usages. C'est pas l'outil qui est le problème, c'est bien l'usage qu'on en fait. Et c'est pas que vrai pour l'intelligence artificielle, ça. L'industrie du digital aujourd'hui, c'est 3 à 4% d'empreinte carbone, de l'empreinte carbone globale. Donc il faut garder, et c'est 12% de la conso électrique. En fait, c'est une industrie qui est déjà extrêmement vertueuse parce qu'elle est très électrifiée, parce que les GAFA font partie des gens qui ont cette pression institutionnelle et qui donc font énormément pour avoir du renouvelable. Donc, je ne vous dis pas que c'est parfait, je dis juste 3 à 4% de l'empreinte carbone mondiale. Donc, si on arrête le digital demain, on ne règle absolument pas le problème. Et le deuxième point, Philippe en a parlé, c'est que les spécialistes, comme disait Coluche, dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser que le digital va augmenter, sa conso électrique va augmenter de 50% d'ici 2030. Bon, alors comme je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, je voudrais juste préciser que 80% de ce sujet-là, c'est des datas qui circulent, et les datas qui circulent, c'est les réseaux sociaux, les jeux vidéo et la télé. Voilà, non mais c'est un message comme ça, tout à fait... Je suis hyper coupable, du coup. Juste pour, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que Daniel dit. Il ne faut quand même pas oublier que la production de microprocesseurs, c'est pas une industrie. Enfin,
Elle consomme du carbone, de l'énergie, du sable, elle consomme beaucoup d'eau. Donc effectivement, une fois qu'on a les processeurs, effectivement, on rentre dans du propre, mais le avant est un peu moins propre, donc il faut le nuancer. Ce qui pose des problèmes aussi de recyclabilité, je ne sais pas si c'est un vrai mot, de nos matériels, etc. Donc il faut qu'on y fasse attention également. Moi, si j'ai envie de regarder différemment, c'est important d'en parler. La prise en compte des contraintes environnementales dans tout ce qu'on fait, c'est fondamental et je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière, il ne faut surtout pas revenir en arrière. Et pour vous, Olivier, vous devez quand même faire tourner les ouvrages hydrauliques. Le fait de mettre en place des solutions numériques, ça vous amène des avantages. Est-ce que ça vous amène également des possibilités pour exporter votre savoir-faire ailleurs, par exemple? Alors quand on parlait des talents, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a des connaissances, et je me dis, si on arrive à résoudre les problèmes qui sont les nôtres, la cybersécurité, arriver à avoir des données de qualité, des capacités d'analyser tout ça, pour nous, ben en fait, vu l'âge dont je vous parlais, là, les 480 centrales, moyen âge 70 ans, en fait, dans une année de 365 jours, on vit par centrale interposée tout ce que vit une centrale dans toute sa vie, quoi. Donc, en fait, on a une expérience, on a finalement une connaissance, on est adossé à une base de connaissances absolument fabuleuse qu'on ne sait pas bien valoriser. Et si on se met à la valoriser et qu'on sait travailler à distance, qu'on sait faire des solutions edge qui permettent à un producteur ou qui soit sur la planète d'avoir un peu ces données sur place, de pouvoir maîtriser son process, on peut développer des services, on peut valoriser ce qu'on sait faire à l'échelle de la planète. Donc, moi, je suis un optimiste ce soir. Je me dis que l'énergie hydroélectrique a plein d'opportunités. On a une connaissance en France qui est pas mal. On a un mix décarboné qui est quand même plutôt un avantage. Il faut avancer dessus. Des gros challenges devant nous, hein, il faut être clair. Il y a peut-être aussi un business model à faire évoluer sur l'électricité en Europe pour que certains projets puissent enfin démarrer. Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, pour moi, je ne sais pas si j'y vais maintenant, mais pour moi, il y a deux gros challenges qui me tiennent à cœur, en fait. On parlait tout le temps de données, là, il y a 2 secondes, il y en a trop, ainsi de suite. Mais en fait, je pense que les entreprises qui vont gagner demain ont besoin des talents et même, finalement, de compétences, au-delà des talents, d'une compétence numérique, de comprendre les données. En fait, on a besoin de faire en sorte que tout le monde qui, dans l'écosystème, comprenne les données. En fait, sache choisir avec quelles données ils prennent des décisions, qu'ils comprennent, grâce à ces données, les conséquences de ces décisions. Donc, il faut une culture data, et je pense qu'il faut vraiment miser sur elle pour faire progresser tout le monde. Et pas que les stars, hein, pas que les ultra-geeks. On va vers du citizen dev, on va vers des gens qui vont analyser des choses, si on veut qu'ils évoluent sur leur comportement, et si on veut que des gens dont c'est pas le métier, la data, fassent de la performance en production d'énergie, il faut qu'ils comprennent les données. Et ça, c'est un gros enjeu, je pense, sur les 20 prochaines années, toujours investir sur cette compétence data. Et le pendant qui va avec, c'est la qualité des données. En fait, c'est d'avoir pas forcément énormément de données. Là, je rejoins Philippe là-dessus. Pas des masses de données. C'est avoir les bonnes données, celles qui sont de qualité suffisante par rapport aux usages que l'on veut en faire. Donc, en fait, une maîtrise de la data pour vraiment la valoriser et pas faire un espèce de bruit supplémentaire avec énormément de data qui, même si elles sont électroniquement peut-être pas très coûteuses en énergie, mais en fait, s'il y en a foison, ça va juste nous faire perdre de vue l'essentiel et je pense que la performance passe par là. Je vais rebondir sur ce que j'ai dit, parce que c'est effectivement un des enjeux, enfin, ça touche du doigt un enjeu connexe à ce dont je voulais parler. La qualité des données, moi je l'englobe dans une notion de confiance par rapport à l'outil numérique. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément avoir confiance dans nos intelligences artificielles parce qu'elles apprennent, on ne comprend pas comment elles apprennent. Et donc elles nous donnent des résultats, il est parfois juste, il est parfois faux, mais dans tous les cas, on ne sait pas pourquoi elles sont arrivées à ce résultat-là. Et on a un vrai souci d'explicabilité de l'IA. Et c'est probablement là où je vois plein de gens qui disent j'ai plein de super outils, mais je ne peux pas les déployer parce que je n'ai pas confiance, je ne sais pas les expliquer. Donc c'est un vrai enjeu. Et sur l'espoir, on a la chance d'être en Europe. Donc l'Europe va légiférer par rapport à l'utilisation des intelligences artificielles. Ça s'appelle l'AI Act. Donc c'est un truc, c'est en gestation depuis 2-3 ans, parce que c'est un sujet complexe, qui renvoie aux droits fondamentaux du citoyen. Donc je vous passe les détails. Mais la bonne chose, c'est que demain, en Europe, ne seront déployées que des intelligences artificielles dont on a montré qu'on pouvait avoir confiance. Donc on va s'interdire des usages
pour chasser des populations comme on a pu le voir en Asie. Donc ça, c'est une vraie bonne chose. Il y a un vrai enjeu c'est un gros mot, hein, c'est l'usage éthique de la technologie. Et j'étais sur une table ronde avec quelqu'un de Schneider qui porte l'intelligence artificielle dans Schneider. Et typiquement, une boîte comme Schneider porte toutes les bonnes valeurs et vous avez déjà mis en place bien avant la législation. Donc, très bien. On dit souvent que la donnée, c'est une valeur noire. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de pétrole, on a fait beaucoup de plastique. Aujourd'hui, on réfléchit comment on fait moins de plastique. On a mis 40 ans à s'en rendre compte. J'espère qu'on va mettre moins de temps pour se rendre compte de ce que peut donner la donnée si on en fait trop. Je fais le vrai parallèle là-dessus. Le temps passe. On va essayer de conclure parce qu'il y aura aussi des questions. Donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous une synthèse et de se dire, selon vous, là, on a regardé ça, l'importance de ces enjeux. En fait, on parle de l'avenir de la planète. On ne joue pas avec ça. On a malheureusement plus le choix et heureusement qu'on en prend conscience. Donc, selon vous, là, la suite après-demain, c'est quoi qu'il faut faire selon vous? Alors, les défis qui nous attendent, c'est quand même une question vaste. On va faire une table ronde spécifique. 2024, c'est bientôt. Non, je vais citer 5 points. 5 points qui ne sont pas directement liés à ce que je viens de vous expliquer, mais qui sont des collatéraux. Le premier défi, pour moi, c'est la vitesse. Et évidemment, tout ce que je dis a un rapport avec notre industrie et avec ce qu'est Schneider Electric aujourd'hui. Le premier défi, c'est la vitesse. On vient d'une époque où l'innovation, pour réussir, fallait être efficace. Aujourd'hui, il faut être rapide. Et je ne parle pas tellement de vitesse d'exécution, je parle de vitesse de création de valeur, d'accès au marché. Le deuxième défi, alors lui, pour nous, il est monumental, c'est la fin du produit roi. Tout ce dont on vient de parler, notamment sur plus électrique, plus digital, c'est un enjeu de système, c'est un enjeu de service, c'est un enjeu de software. Donc, le fait d'être les rois du produit, ça ne va pas durer très longtemps. Okay, et donc, les produits vont être de plus en plus banalisés, d'autant plus qu'ils seront de plus en plus électroniques. Et donc, c'est la fin du produit roi. Il faut maintenant penser système, service, software. Le troisième enjeu, ou le troisième défi plutôt, c'est le bouleversement profond, à mes yeux, de tout ce qui est business model. Ça me permet de dire que l'innovation, c'est pas que de la technologie, c'est aussi beaucoup des business models. Je pense qu'Uber a une preuve. Qu'on aime ou pas Uber, c'est un autre sujet. On voit aujourd'hui le monde du B2C traversé par une espèce de transformation qui va vers des modèles d'abonnement, de souscription pour plein de trucs. J'ai vu récemment vêtements pour bébé as a service. Cela dit, l'idée est super intéressante. Et vous verrez qu'un jour, chez Schneider Electric, on vous donnera des disjoncteurs et on vous vendra un logiciel Energy as a Service. C'est écrit, c'est plus qu'une question de temps. Et c'est pareil, pour une entreprise qui a fait sa richesse et son leadership sur le produit, c'est un changement de paradigme extraordinaire. Le troisième sujet, Philippe en a un peu parlé, mais je vais être plus spécifique, c'est, à mes yeux, c'est l'intelligence artificielle générative. Moi, je surveille ça très très près en ce moment parce que je pense que on mesure encore mal ce que ça peut changer en matière de pratique d'innovation. Je ne parle pas d'intelligence artificielle pour le business, les gens font ça très très bien. Par contre, je pense que dans un monde où la vitesse devient super importante, l'intelligence artificielle générative peut demain être différenciatrice. Donc moi aujourd'hui, mon problème, c'est de savoir ce que font les autres pour être sûr que je ne suis pas déjà has-been. Et puis le dernier défi, et je le garde pour la fin parce que pour moi c'est le plus lourd, le plus pesant, c'est la fragmentation du monde. C'est-à-dire que la déglobalisation va continuer. Le by the way, j'allais dire en anglais, pardon, le digital y contribue énormément. Regardez la polarisation Chine-États-Unis. Le monde va être de plus en plus multilocal, donc il faudra certifier des produits avec des normes de plus en plus locales. Il faudra fabriquer localement. Et ça va se faire au profit des acteurs régionaux et aux dépens des acteurs globaux, à moins que les acteurs globaux se fragmentent eux aussi. Donc voilà, je pense qu'on ne va pas manquer de défis en tout cas. Olivier, votre point de vue là-dessus? Son point de vue plus à des pâquerettes, hein. Il y a un challenge pour les producteurs d'être face au rendez-vous. Hein. Donc le challenge, c'est que le modèle économique permette réellement de favoriser le bas carbone ou le zéro carbone. Donc que ça devienne une réalité pour que la course soit jouable. Donc il faut qu'à l'échelle européenne, on puisse investir. Il y a vraiment des challenges de retrouver la dynamique d'investissement et de construction qu'on a connue dans le passé. C'est pas délocalisable. Produire l'électricité, c'est quelque chose qui se passe d'abord localement. Donc ça va être multiforme, ça je suis d'accord avec ce qui s'est dit. Et le challenge, c'est arriver à mener tous ces projets. Humblement, au sein du groupe EDF, il y a un gros programme nucléaire qui se met en place. On espère que ça ne va pas écraser tous les investissements hydro qu'il faut faire en même temps. Et en fait, c'est de se faire entendre, faire comprendre la différence entre cette énergie bas carbone et le reste. Pour le reste, sinon, ce que je disais tout à l'heure,
des data et des gens qui comprennent les data, le challenge de la planète. Et vu de Minalogique, alors Alors, je ne sais pas si c'est de Minalogique, je vais parler déjà en mon nom, ce sera déjà bien. De mon point de vue, il y a probablement un challenge d'acceptabilité de toutes ces technologies. Encore une fois, je rebondis sur la confiance. Il ne vous a pas échappé que le moins de gadgets chinois pour mesurer une température ou piloter une lampe, le premier truc qu'il vous demande, c'est votre mot de passe Wi-Fi. Bon, il a besoin d'être connecté, mais peut-être qu'il fait d'autres choses, donc voilà. Donc il y a probablement un challenge effectivement d'acceptabilité de ces innovations-là. Je vais faire un parallèle avec une industrie qui n'a pas grand-chose à voir, mais Daniel a cité l'IA générative. Il y a une très forte industrie en France et en Europe autour de la création de contenu, donc les industries culturelles et créatives. C'est des gens qui ont à la fois une peur forte de l'IA, parce que ça peut écrire des scénarios à leur place, ça peut générer des scènes, des films à leur place, et à la fois un besoin ou une contrainte d'y aller, parce qu'un producteur, il veut toujours plus vite, moins cher, etc. Et donc, c'est des gens qui oscillent entre j'adore, ça me permet de générer par exemple un fond de film d'animation, voire Mickey qui danse devant, et ça, les IA génératives le font parfaitement. Et par contre, le scénario, si on va sur ce chemin-là, on va se retrouver avec des scénarios stéréotypés. Et c'est peut-être pas ce qu'on veut de côté. Oui, l'industrie Hollywood, j'avais vu un papier là-dessus où il disait à 7 minutes, il y a les deux héros se sont rencontrés, à la 8e minute, ils se sont embrassés, à la 9e minute, il y a une explosion, et voilà. Donc on ne veut pas aller vers ça. Et encore une fois, l'industrie, quelle qu'elle soit, doit faire ce qui est acceptable pour elle et ce qui est bénéfique pour elle. Et encore une fois, raisonnons en ROI et en usage, au-delà de la techno. Raisonnons en usage, ça me semble important. On finit là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Et maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez les torturer, c'est maintenant. D'accord, ok. Des questions peut-être. Alors moi j'ai une question à propos d'un sujet donc, que je sais épineux, mais je vais pas, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, donc c'est plutôt, je vous demande de m'éclairer à propos de ça. Vous avez parlé d'énergie nucléaire, et en fait donc, ça revient beaucoup sur le tapis ce sujet. Est-ce que l'énergie nucléaire c'est plus ou moins polluant que les énergies qu'on utilise actuellement? Est-ce que vous pouvez peut-être m'éclairer, nous éclairer à ce sujet-là? Je ne suis pas un pro du nucléaire, ni au sens professionnel ou fan. C'est une énergie qui produit des déchets et qui, depuis l'origine, a une contrainte, gérer ses déchets. 100%. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup d'industries qui a ce challenge. Et même si ces déchets ont une durée de vie très longue, il faut se dire aussi que la matière qui est radioactive au départ, elle produit du rayonnement naturellement et elle fait exactement la même chose quand elle est sous forme de déchets. Mais elle nécessite une organisation très spécifique, hein, le traitement de ces déchets. Et c'est quelque chose qui est complexe dans la durée, qui nécessite une stabilité géopolitique durable, pas forcément compatible avec, je dirais, les petits changements, les guerres, ainsi de suite. Malgré tout, à court terme, c'est formidable, comme ça peut produire des mégawatts zéro carbone. Et en fait, ce qui est certain, c'est que les alternatives fossiles produisent des déchets monstrueux qui sont dans l'air partout et qui sont en train de produire ce que Daniel a décrit très bien en introduction. Donc, le but, c'est pas d'être 100% nuc. Il faut sans doute de tout, mais aujourd'hui, face à l'urgence climatique, il n'y a pas vraiment de choix. C'est ce que j'allais vous proposer. Prenez du recul. Moi, je suis comme vous. Hein. Je n'ai pas d'avis personnel. Et je suis loin d'être un spécialiste. Par contre, prenez un peu de recul. Regardez l'été qu'on vient de passer. Alors, vous avez peut-être passé un très bon été, mais pensez aux Grecs, par exemple. Non, depuis tout à l'heure, je dis à tout le monde qu'ils ont passé de sales vacances. Non, pensez aux Grecs, voyez, ou aux Libyens. Bon, à un moment donné, ça devient un choix un peu cornélien. Alors, soit on est un peu dogmatique. C'est de la censure, ça. Soit on est un peu dogmatique et on dit ah non, surtout pas de nucléaire. Soit on se dit, quand je vois les Allemands qui remettent en route des centrales à charbon pour pas faire du nucléaire, à titre personnel, là je m'exprime à titre personnel, moi ça me choque énormément. Donc voilà, malheureusement, j'ai peur qu'on soit dans une situation où il est trop tard pour avoir ce genre d'état d'âme.
vous avez parlé des enjeux industriels et politiques qui sont devant nous et de votre compréhension, en est la France, la compréhension de ces défis-là par rapport au reste du monde. Sur quelle partie? Bon, sur la partie production, comme je disais tout à l'heure, la France a l'avantage d'avoir ce mix énergétique qui est plutôt favorisant. Donc je dirais que de ce point de vue-là, on n'est pas si mal. Disons, on a un offset de départ qui est favorable. On a le potentiel d'aller encore plus vite sur l'électrisation, ainsi de suite. On a des belles infrastructures. Je veux dire, on a des beaux TGV qui commencent à rouler le soir. On commence à remettre des trains de nuit. Donc il y a une prise de conscience, il y a une évolution, je dirais, et un gros potentiel. Il y a encore beaucoup à faire, je dirais. Hein. Et en fait, un petit peu dogmatiquement, on s'est complexifié la vie. Hein. Juste si je parle encore pour EDF Hydro, le modèle qui a voulu qu'il y ait de la concurrence dans le marché de l'électricité, sûrement très intéressant, mais à l'effet qu'aujourd'hui c'est impossible d'investir. Il n'y a aucune garantie. Or en fait, faire la course, c'est lever des fonds, rajouter des moyens de production. Or en fait, l'énergéticien qui fait ça, il est fou. Il n'a aucune visibilité, aucune garantie, les règles du jeu changent tout le temps, donc c'est super difficile. Donc, bon, sans dévoiler des secrets que je ne connais pas, mais je crois que c'est en train de changer. Il y a une prise de conscience avec un nouveau président qui est très actif, une Union européenne qui s'est fait un peu peur. À vous dire franchement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas fait 3 froids l'hiver dernier. Vous vous rappelez Coat, qui est apparu, c'était super ça. Prise de conscience par tout le monde que ça pouvait couper près de chez eux. Et c'est dommage que ça ne soit pas arrivé. Parce que je pense que là, il y aurait une vraie évolution des mentalités. Tout le monde s'est fait peur. L'Union européenne, avec ses grands principes, s'est aperçue que peut-être EDF, ça serait bien qu'on oublie la règle du jeu et que vous produisiez quand même, ainsi de suite. Hein. Corrosion sous contrainte, peut-être dérogatoire, ainsi de suite. Il y avait vraiment dommage qu'il n'a pas fait franchement franc au mois de décembre l'année dernière ou au mois de janvier derrière. Sur le reste, il y a quand même 2 sujets. Alors, je pense que pour le moment, il vaut mieux parler d'Europe que de France, mais la fragmentation arrive en Europe, à mon avis. Il y a quand même 2 sujets qui sont problématiques. Il y en a un qui est géophysique, c'est que les ressources de matériaux, les matériaux dont on a besoin ne sont pas en Europe. Ils sont souvent dans des pays sur lesquels je n'ai pas d'avis personnel, mais où géopolitiquement je constate qu'on n'est pas forcément à l'aise. Le cobalt vient à 100% du Congo, le nickel vient majoritairement d'Indonésie. Il y a un problème avec ces pays-là, mais bon, vous voyez où je veux en venir, ça peut se compliquer. Les terres rares viennent pratiquement que de Chine. Bon, donc il y a quand même des questions qui se posent sur ce sujet-là. Et puis l'autre sujet qui quand même, c'est les semi-conducteurs. Okay, donc nos amis les Chinois tournent régulièrement autour de Taïwan avec leurs bateaux de course. Bon, c'est 2 sujets où je pense qu'on n'a pas de solution. Alors en Allemagne, on est en train de réindustrialiser avec des fonderies, mais ça va quand même rester très compliqué. Pour le reste, je pense que moi je le vis quand même comme une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est en train de réindustrialiser en Europe et en particulier en France, et on est en train de relocaliser, parce que fabriquer des produits en Chine pour gagner quelques euros et les trimballer jusqu'en France, ça ne fait plus aucun sens. Si tant est que ça en est fait un, je ne veux pas ouvrir un débat là-dessus. Au-delà des bateaux de course, j'aime bien les bateaux de course chinois qui tournent autour de Taïwan. Moi, il y a un élément, pour faire une parenthèse par rapport à ce que Daniel vient de dire, qui m'a marqué ces temps-ci, c'est que la Chine, ils sont en gravure autour des 6 nanomètres, 6-8 nanomètres. Les Américains et les Taïwanais, ils ne savent pas encore faire du 3-4. Donc les Chinois, ils ont encore 1 ou 2 générations de retard, mais il n'y a pas longtemps, ils étaient en 22 nanomètres, donc ils avaient 5 générations de retard. Et en micro-nano, c'est vite 3-4 ans entre chaque génération. Donc ça veut dire qu'ils sont... c'est une erreur de dire la Chine, ils sont toujours derrière, ils sont en train de nous rattraper. Ça paraît anecdotique, 6 nanomètres, mais ça leur permet de faire des téléphones portables de tous les pays où ils sont blacklistés. Là, ils vont pouvoir importer massivement parce qu'ils n'ont plus de problème de techno. Donc voilà. Je vais élargir par rapport à une question sur où est l'Europe, où est la France par rapport... alors, je ne vais pas parler que d'énergie, mais d'un point de vue technologie. On a plutôt des belles boîtes, on sait créer des belles boîtes en France, en Europe, et particulièrement à Grenoble. Hein. Même sur les semi-conducteurs, on a des Soitec qui sont quand même à la pointe mondiale. Il y a une boîte qui émerge qui doit faire 20 personnes, qui s'appelle Diamfab, qui fait l'équivalent de Soitec sur du diamant. Bon, on peut se dire diamant, pourquoi? Pour conduire de l'énergie. Ce truc-là, ça permet de véhiculer du 800 volts.
Et donc demain, avec des véhicules électriques, il y a d'autres chances que le substrat que Diam va faire inonde le marché automobile et change la donne de ce marché-là. Donc on sait faire. Malheureusement, on a deux problèmes, je pense, en France. C'est qu'on est français, donc on est très timide, on manque beaucoup d'ambition. Quand on développe une boîte, on met 90% des ressources qu'on a sur de la R&D, on oublie le commerce, on oublie le marketing, on oublie le développement international. Et donc du coup, au final, ben voilà. Malheureusement, la France et l'Europe sont moins attractifs d'un point de vue investissement. Alors, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais une boîte qui se crée à Grenoble, sa première levée, elle va lever 2 millions. Elle fait la même aux US, elle lève tout de suite 20 millions, voire plus. Deuxième levée, nous on va être à 20 millions, aux US ils sont déjà à 100 ou 200. Et donc le problème de la vitesse, ben, effectivement, on a les bonnes idées, on n'arrive pas toujours à retenir nos cerveaux. Hein. Tous les gens qui font l'IA, dont certains ont été cités dans le quiz, je pense à Yann Lequin par exemple, c'est un Français au départ, hein, et il est parti chez Apple à Cupertino, parce que voilà, il y a des Grenoblois qui sont partis chez Yahoo, chez Meta, etc. Parce qu'on n'arrive pas à les retenir. Et il n'y a pas que du salaire, il y a aussi l'intérêt de la recherche. On a la chance d'avoir un institut en recherche en intelligence artificielle sur Grenoble. Le budget de cet institut, c'est 18 millions sur 3 ans. La phase qui vient de passer. Quand je veux agacer un peu mes petits collègues qui travaillent là-bas, je leur dis, mais l'employé de base chez Google, quand il se lève le matin, il les crame, avec toute son équipe, il les crame 18 millions en un jour. Vous les cramez en 3 ans. Donc, effectivement, on n'est pas compétitif. Donc, je suis quand même plein d'espoir. Hein. On a des très bonnes idées, on manque parfois un peu de moyens, mais on va continuer de s'accrocher. Le temps passe quand même, les débats sont passionnés et passionnants. Vous allez rester tous les trois avec nous pour le cocktail, donc vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller les torturer, vous pouvez aller les questionner, ils sont là. Là, il y a Serge et Guilhem qui meurent d'envie de vous parler d'ingénierie système et d'agilité, donc on va leur laisser la place. Je vous remercie beaucoup à tous les trois pour cet échange. Merci.